Bonsoir tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux, je ne m'attendais pas à une salle pleine. Donc ce soir on va vous faire une présentation sur GNU Bison. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Enfin, bon, tout le monde connaît en fait. Donc pendant... La télécommande elle ne marche pas? Tiens, on n'a pas mis de table des matières. Si, c'est vrai. C'est vrai? Ah oui. Bon. Donc, on va d'abord vous parler d'un parseur. Qu'est-ce que c'est? Enfin, vu que Bison, c'est un générateur de parseurs. Ensuite, pour utiliser Bison, qu'est-ce qu'il faut savoir et quels sont les problèmes les plus récurrents avec les grammaires. Puis ensuite, un peu de comment ça marche, comment c'est implémenté Bison. Donc à la fois quelques algorithmes en code, mais aussi qu'est-ce qu'il y a derrière, des structures de données intéressantes, enfin tout un tas de trucs joyeux. Et à la fin, GNU Bison, c'est Bison, d'accord, mais c'est aussi GNU. Donc c'est un projet GNU, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique. Donc je vais laisser Théorie parler des grammaires, des parseurs. Ouais, juste, qui est pas en engin ici? Ouais, cool, personne. Ok. Zapette. Merci. Ok. Alors la première chose à savoir, c'est que un parseur, ça sert à parser, en gros. Normalement, vous avez tous un projet en ce moment qui est justement l'écriture d'un parseur. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore du tout commencé ou qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'un parseur? Ok. Normalement, vous avez un cours qui s'appelle la théorie du langage, où on vous explique ce que c'est que justement un langage, et notamment comment on les parse. Ne serait-ce que parce que votre prof est mainteneur de ce programme qui s'appelle GNU Bison, générateur de parseur. Ok. Donc vous, ce que vous faites, je pense que vous avez remarqué, vous utilisez un programme qui s'appelle Flex. Alors à quoi ça sert? Parce que avant de pouvoir parser, il y a une petite étape avant qui s'appelle l'analyse lexicale. Parce qu'en fait, le parsing, c'est ce qu'on appelle l'analyse syntaxique. Voilà. En fait, ce que vous avez dans input, c'est quoi? C'est juste une suite de caractères. Et votre grammaire, ce qu'elle fait, c'est pas qu'elle prend des caractères, elle prend des mots. Et ensuite, elle organise ces mots avec des règles pour dire, ouais, par exemple, ça c'est une phrase. Mais si je vous dis, par exemple, T-H-E, espace C-A-T, vous n'allez pas commencer à me dire, oui, ce sont effectivement des mots, ça va être une phrase. Il faut d'abord que vous fassiez une première passe pour me dire, oui, alors là, il y a un mot, c'est the. Ensuite, il y a un deuxième mot, c'est cat. Donc, voilà. C'est une distinction qui est quand même assez importante à faire. Et donc voilà, très important, le truc back-end, do something. Pourquoi est-ce qu'on parse? Parce qu'on a envie de structurer les informations pour pouvoir ensuite effectuer des traitements dessus. Est-ce qu'il y en a qui aiment vraiment la théorie des langages ici? Ok, est-ce qu'il y en a qui aiment vraiment pas? Ok, beaucoup de sans opinion, c'est cool. Et ben j'espère que dans quelques temps vous allez finir par vraiment aimer parce que c'est assez sexy. Ouais, si. Donc le lexer, il y a un petit peu de parsing dedans en fait déjà. Il y a ce que ça s'appelle les expressions régulières. Par exemple, vous avez dit oui, alors là on a une suite de lettres, ça se répète n fois, donc ça fait un mot, genre A à Z, étoile, ça fait un mot. Pourquoi est-ce qu'on fait pas tout le parsing comme ça? C'est tout simplement parce que voilà, because fast and efficient parsers can be written for them. Les grammaires, hors contexte, ça vous parle à tous? Oui? Non? Hop. En gros, l'idée c'est ça. Là j'ai deux programmes en Python. Le premier c'est x égale 1 print x. Le deuxième c'est x égale 1 print y. Lequel est correct? Est-ce qu'il y en a un qui est correct? Est-ce que les deux sont corrects? Alors la réponse bien sûr c'est que le premier est correct. Et le deuxième, il est incorrect. Mais à quel niveau est-ce qu'il est incorrect? En fait, on va se rendre compte que syntaxiquement c'est correct si on utilise une grammaire hors contexte. Avec une grammaire contextuelle, tout de suite ça marche plus parce qu'on voudrait que après print on utilise une variable qui a déjà été déclarée.
Mais comme c'est vraiment casse-pied à implémenter ça, on va utiliser des grammaires un peu des grammaires qui vont décrire le langage d'une façon un peu simplifiée, et on va ensuite effectuer une nouvelle passe de traitement pour déterminer si c'est vraiment un truc valide ou pas. Typiquement, vous allez d'abord avoir une analyse syntaxique qui va dire la syntaxe est bonne. Et ensuite, vous allez avoir des analyses de type qui vont dire ouais non, ton programme n'est pas bon parce que le type est pas bon. Hop, c'est ce que je résume ici. En gros, ça c'est un compilateur. Donc vous avez le front-end, vous faites l'analyse, vous vérifiez que votre entrée est valide. Tout d'abord, lexicalement et le parseur. Donc, les deux étapes, on peut appeler ça un parseur en soi. Mais ensuite, l'étape qui vient après, l'analyse sémantique, c'est un truc qui est vraiment fait en dehors du parseur, parce que ça serait trop relou à faire dans le parseur. Et je pense que Kim vous l'a dit d'ailleurs, ça, que c'est un grand piège. Dans un parseur, on n'a pas envie de vérifier les types. On a envie de repousser à plus tard le plus de choses possible. Sinon, on va vraiment jamais s'en sortir. Alors, il existe plusieurs types de parseurs. Premier type top-down, deuxième type bottom-up, chop. Ouais, on s'en fout. Voilà, à quoi ça ressemble. Dans un top-down, vous commencez en sachant que vous êtes, par exemple, si vous faites un parseur d'expression arithmétique, que vous êtes un exp. Donc, vous allez dire oui, alors est-ce qu'il y a un plus dans la chaîne qui vient? Si oui, je vais découper sur le plus, et d'un côté, je vais matcher le premier exp, de l'autre côté, je vais matcher le deuxième exp. Et vous allez faire ça jusqu'à ce que vous n'ayez plus que des terminaux en fait. Avec les parseurs bottom-up, de type Bison, donc, LR, on a un mode de fonctionnement qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'on prend l'input vraiment mot par mot, et on constitue des règles à partir de là. Et on espère qu'en fin de compte, on va bien retomber sur l'état initial, l'état acceptant. Et si on ne tombe pas dessus, ça veut dire que on va avoir une erreur de type unexpected on a file, blablabla. Donc voilà à quoi ressemble un parseur type LR. Donc on voit qu'on match les règles bout par bout. Genre typiquement là on a matché d'abord le L-paren, ensuite on a vu un minus, ben c'est pas la règle L-paren, c'est une autre règle, donc on match cette règle là bout à bout. Le look ahead dans le parsing. Valentin? Ok, très bien. Voilà. Parfois, pour une même règle, on peut faire plusieurs choses selon ce qui vient après. Pour ça, donc on a besoin de voir un peu dans le futur, le prochain caractère. C'est ce qu'on appelle le look ahead. Alors on peut regarder un caractère, un token en avance, 2 tokens en avance, n tokens en avance. En pratique, on se rend compte qu'un token en avance, ça suffit largement. Du coup, on parle de parseur LR1 par exemple. Et Bison, c'est ça, c'est un token en avant. Là, je vous ai mis un jeu petit graphe. Je sais pas si vous êtes au courant, je pense qu'Hakim vous l'a montré en cours, ça aussi. Bison, on peut générer des graphes pour représenter les grammaires sur des petits cas d'école très simples. Ça permet de un peu mieux comprendre ce qui se passe. Là, par exemple, c'est un état où je viens de bouffer un 0. Et en face de moi, selon que j'ai un plus ou un point virgule, je vais réduire selon une règle A ou une règle B. Si j'avais pas cette capacité de regarder en avance un caractère, on aurait ce qu'on appelle un conflit de réduction-réduction, puisqu'on pourrait réduire selon 2 règles différentes. Ouais, donc les parseurs LR, c'est Knut. Voilà. Important aussi à noter, enfin important, intéressant plutôt, les dates, 65, 69 pour les parseurs LR. Et tout de suite après, chop, on arrive en 70. Il y a quelqu'un qui se dit que c'est cool de dire qu'on peut faire des parseurs, mais il va falloir écrire quelque chose pour les générer, ces parseurs. Et donc est né YAC, Yet-Another Compiler. Parce qu'un parseur, en fait, c'est quoi? C'est la première étape de la compilation. Du coup, quand on génère un parseur, on génère un compilateur. Donc en fait, en quelque sorte, on compile un compilateur, d'où le nom. YAC, donc c'était AT&T hein, au début. Puis il y a des gens qui se sont dit ouais, le concept est cool, on va faire pareil, on va faire mieux. C'était les mecs de Berkeley. Ils ont fait un truc qui s'appelle Berkeley YAC. Et ensuite, il y a Richard Stallman qui s'est dit ouais, c'est cool, mais c'est pas GNU. Du coup, on aimerait bien faire un truc avec notre licence à nous, et hop, c'est parti sur GNU Bison. Notez que le type là, Robert Corbett, c'est pas n'importe qui. Il a fait un PhD assez sympa sur justement l'écriture des parseurs.
c'est le mec qui est vraiment à l'origine de Bison, c'est lui qui est aussi plus ou moins initié Berkeliac. Alors que Stallman, voilà quoi. POSIX, effectivement, POSIX décrit le comportement de Lex et de Yak. Du coup, il y a plein d'implémentations de Yak qui suivent justement le comportement POSIX, pour qu'on s'y retrouve un peu. Et ça a notamment été repris pour plein de langages. Genre, on a une version pour Camel qui s'appelle Camel Yak. On a des versions qui font du Python, on a plein de trucs. Ok. Les grammaires formelles. Un langage, c'est défini par plusieurs choses. Tout d'abord, une syntaxe qui définit la forme. Ensuite, il y a des sémantiques qui définissent le sens qu'il y a derrière cette forme. Nous, concrètement, pour l'instant, la sémantique, on s'en fout totalement. C'est la syntaxe qui m'intéresse. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour décrire la syntaxe d'un langage? On utilise une syntaxe, forcément. Du coup, c'est une syntaxe de syntaxe, c'est ce qu'on appelle une métasyntaxe, bien sûr. On vous a sûrement parlé de Backus-Naur-Form, là encore, en cours. Et c'est pas pour rien. Top. Alors, qu'est-ce qu'on veut dans une métasyntaxe? On veut pouvoir décrire des règles qui sont composées donc d'un associement de terminaux, on appelle ça, c'est-à-dire de tokens, par exemple. Par exemple, i suivi de f, ça fait un if, c'est un mot, on appelle ça un token, c'est un terminal. Ensuite, avec ça, on va faire des règles. Par exemple, la règle du if. Le problème, c'est que la règle du if, ça n'a pas qu'une seule forme, et surtout, on ne peut pas vraiment la toucher, quoi. On appelle ça une règle, du coup, ou un nom terminal. Okay. Les métasymboles. Dans une grammaire, on a souvent envie de préciser, oui, alors ça peut être présent une fois, ça peut être présent une fois, mais on ne peut pas se permettre d'écrire, oui, alors une issue d'instruction c'est exp, ou alors c'est ex.exp, ou alors c'est ex.exp. Voilà. Du coup, on a besoin d'une certaine notation, et du coup, il y a des gens qui ont introduit ça. Alors ça, c'est la BNF, la syntaxe BNF écrite en syntaxe BNF. On remarque que c'est clean, c'est tout ce dont on a besoin. Il y a d'autres façons de l'écrire, par exemple d'écrire des métasyntaxes. Par exemple WIRT, où là on introduit les facteurs là. Et on peut mettre les deux ensemble. On obtient des formes de Backus qui sont augmentées. Par exemple, on peut s'inspirer des expressions régulières et l'augmenter d'une certaine façon. Ou alors on peut s'inspirer de WIRT et l'augmenter d'une certaine façon. Du coup, il y a plein de petites formes étendues de Backus. Hop, une autre. Franchement, celle-là, elle est rigolote, quoi. Genre, une étoile, ça veut dire, on sait tous, 0 ou n. Mais on peut étendre le concept un petit peu. Et là, par exemple, 2 étoiles 5, ça veut dire entre 2 ou 5 fois ce motif. On doit un truc totalement illisible, c'est fun. Donc, voilà de quoi on parle quand on parle de parsing, on parle de grammaire. N'est-ce pas? Tu comprends la parole? Donc moi je vais vous parler de utiliser Bison. Donc utiliser Bison pour faire des parseurs. Donc tout d'abord, vous avez déjà eu tous la présentation des AQ avec le prologue, l'épilogue, etc. Donc je ne vais pas me répéter. Je ne vais pas les répéter. Mais par contre, je vais m'intéresser un peu plus à vraiment ce qu'on peut faire avec des grammaires Bison. Donc des grammaires Bison, c'est quoi? Avant tout, c'est des règles pour définir les grammaires. Mais et là, c'est un point important parce que ça y est pas dans TC0, mais vous allez en bouffer pour TC1, 2, etc. C'est les actions. Parce que, comme il disait tout à l'heure, quand on parse, c'est pour faire quelque chose. Les règles, ça sert à parser. Les actions, c'est ce qu'on fait derrière. Donc, ça peut être par exemple la construction d'un AST. Donc les règles, la syntaxe est relativement similaire à du BNF pour la partie vraiment règles. BNF, c'est Backus-Naur-Form, ce qu'il vient de vous montrer. Mais il y a des problèmes. Enfin, c'est un peu comme la BNF à la base. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen très simple d'exprimer des éléments optionnels, c'est-à-dire soit il n'y a rien, soit il y a tel élément, ou une liste d'éléments. Et aussi, dans les exemples que je vais vous montrer, souvent, quand on commence à écrire, on oublie que le premier pipe, ça
ça fait ça sépare deux parties droites de règles. Et donc, si on met un pipe en début de règle, ça peut parfois cacher une règle vide. Par exemple, ici, on pourrait complètement enlever la règle, la ligne avec %empty. Ce serait une règle valide qui dit prolog déclaration, c'est soit rien, même s'il n'y a pas le %empty, soit une liste de prolog déclaration. Là, le point virgule est optionnel, hein, mais bon. Mais donc du coup, si on n'enlève pas si on enlève cette ligne, Bison de base ne dit rien et considère, vous savez ce que vous faites, il n'y a rien, ça marche. Mais si vous mettez -w_all, ce que je vous conseille, là il va dire attention, il y a une règle vide et vous n'avez pas mis de %empty, donc vous avez peut-être fait de la merde. Donc ça c'est tiré de la grammaire de Bison. Donc quand vous faites des grammaires, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez mettre et ce que vous voulez pas mettre. Donc là par exemple dans Bison, il y a un point virgule qui devrait pas y être et donc du coup il y a un gros commentaire fixme assez moche. Donc ça c'est un exemple de déclaration de règle, de liste, pardon. Ça c'est une liste de prolog déclaration. C'est une définition récursive parce que c'est un peu la seule manière de faire ça avec Bison. Et à noter, donc là il y a un S, là il n'y en a pas, parce que ça c'est un élément, et ça c'est la définition récursive de la liste. Récursion gauche parce qu'on est en LR. Si on était en LL, il faudrait faire récursion droite. On peut aussi faire récursion droite en LR, mais c'est un peu torturer le parseur, parce qu'il va il va utiliser la pile beaucoup trop. La notation .1, c'est une convention, c'est pour dire, c'est une liste, mais il y en a au moins un. .opt, c'est une convention pour dire 0 ou 1. C'est optionnel. Donc ça, c'est juste des conventions de nommage, vous n'êtes pas obligé de les respecter. Et finalement, entre crochets, c'est les actions. Donc quand vous reconnaissez RHS, vous faites l'action grammar current rule end. Là, dans tag.opt, quand vous reconnaissez %empty, vous faites l'action current type égale nul. Et donc, ce qu'il y a entre les accolades, c'est du C. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec Bison. C'est un peu moche, mais une fois expliqué, c'est très clair. $, c'est la valeur de l'expression, parce qu'une règle peut avoir une valeur. Donc là, on dit par exemple que la valeur de exp, c'est la valeur de num. Il y a différentes manières de faire référence aux parties de la règle. Soit il y a les numéros. Par exemple, ici, c'est la valeur du deuxième élément. Le deuxième élément, c'est lequel? C'est 1, 2, donc c'est exp. C'est ce exp-là. Sinon, on peut aussi faire crochet L pour dire que ça, c'est une exp qui est paramétrée par le nom L, alors que celui-là, c'est une exp qui est paramétrée par le nom R. Donc après, on peut faire pour $L moins $R. Et donc, ça fait référence aux bonnes valeurs. Donc, ça permet de simplifier assez souvent les écritures, parce que je vous montrerai après un exemple où il n'y a que des numéros, et ça devient assez lisible. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, avant, la convention, c'était de mettre empty entre commentaires. Mais il n'y avait pas de warning qui était généré, donc on pouvait quand même l'oublier, et ça pouvait quand même faire des erreurs qui popaient un peu de nulle part. Alors après, ce qui est autre chose, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre tous les côtés droits d'une règle à côté. Comme ça, une liste séparée par des pipes. On peut très bien mettre la règle et un côté droit, et un peu plus tard, la règle et un côté droit, ou un autre côté droit. Et on peut aussi mettre des déclarations de tokens aux bons endroits, ce qui permet d'avoir du code plus localisé. Par exemple, là, on parle de person value L-colon, %L-value, et on l'utilise directement ici. Alors que ce L-value-là n'utilise pas le %L-value, donc il n'y a aucun sens qu'il est à côté %L-value colon. Donc ça, oui, c'est pour vous montrer un truc qu'on peut faire, mais qu'il ne faut pas faire.
On peut très bien faire des références à $0 ou $-1, des nombres négatifs. Et en fait, c'est ce qu'il y a avant dans la stack. Sauf que on n'est pas forcément sûr de ce qu'il y a avant. Donc c'est vraiment dans un cas hyper précis si jamais vous en avez besoin. Donc non, l'utilisez pas. Et ouais, donc là c'est extrait de PostgreSQL qui est un moteur SQL. Ça commence à devenir très moche. Les %19, enfin $19. Il faudrait vraiment compter pour savoir à quoi ça fait référence. Personnellement, j'ai pas envie. Donc d'où les références nommées, c'est quand même mieux. Donc ces actions, donc c'est du C ou du C++ ou même du Java si vous générez un parseur Java ou du Python, enfin le code du langage que vous générez. On peut par exemple créer un ST ou bien calculer le résultat d'une expression. Il vous a peut-être montré ça quand il a fait la calculatrice Hakim. En général, c'est à la fin de la règle, mais ça peut être au milieu pour calculer des trucs quand on en est à ce stade du parsing. On peut donc voilà les types, les règles peuvent avoir des valeurs, donc c'est avec les actions, les mid-rule actions qu'on va setter la valeur. Et faut faire attention parce que une mid-rule action, ça compte dans les $1, $2, etc. Donc par exemple, est-ce qu'on a un exemple ici, juste avant? Là? Là? Oui, ici. Ça, c'est $3. Ça, c'est $4. Et donc A5, c'est vraiment $5. Alors qu'on n'a que 3 noms de règles, donc on aurait pu penser que c'était $1, $2 et $3. Mais en fait, non. Ça vaut aussi comme une valeur. Voilà, donc après, quand vous allez faire votre grammaire, oui. Alors récupérer la valeur d'un token qui est un mot, par exemple, ça va se faire par interaction avec le lexeur. Au niveau du lexeur, tu vas définir des types, des variables en général globales, et après, dans ton parseur, tu vas accéder à la valeur de cette variable, qui du coup, tu es assuré que c'est le dernier token, parce que c'est le dernier token que tu viens de parser. Donc, quand vous allez écrire votre grammaire, assez souvent, vous allez vous retrouver devant des conflits. En général, shift-reduce, parfois reduce-reduce. Là, c'est un peu plus la merde. Ça ne veut pas dire que votre parseur est cassé, forcément. Mais c'est quand même mieux de ne pas en avoir. Donc là, je vais vous montrer comment on peut résoudre ces conflits. Avec le problème du dangling else. C'est un problème qui est assez connu et qui va permettre de montrer un peu toutes les manières qu'on a de résoudre un conflit. Donc là, le problème, c'est comment on parse cette expression. If A, then, if B, then C, else D. Où est-ce qu'on met les parenthèses? Est-ce que le else appartient au if à l'intérieur, comme ça? Ou est-ce que le else appartient au if à l'extérieur? Bon. Dans tous les langages de programmation qui se respectent, le else appartient au if à l'intérieur. Mais bon, le parseur, ça, il ne le sait pas. Et donc, du coup, il va dire, quand j'arrive ici, je ne sais pas s'il faut que je continue à bouffer le else dans cette règle-là, ou alors s'il faut que je réduise if B, then C, et que ensuite, j'attache le else à ce if-là. Donc, c'est ce qu'on appelle un shift. Shift, c'est continuer à bouffer le else dans la règle, ou reduce, réduire la règle, et ensuite continuer rattacher le else au-dessus. Donc on a différents moyens de le résoudre. Il y a un moyen en modifiant la grammaire que je ne vais pas vous présenter parce que c'est un peu complexe. Donc je vais passer directement. Ouais, donc ça c'est une grammaire par exemple qui affiche ce problème. Donc on a un statement. Donc une ligne avec un point-virgule, par exemple, en C. Un statement, ça peut être soit une expression, soit un bloc conditionnel. Et un bloc conditionnel, c'est soit if exp then statement, soit if exp then statement, else statement. Donc là, si vous essayez de donner ça à manger à Bison, il va vous dire, bah là, il y a un conflit shift-reduce à cet endroit-là. Donc, il y a plusieurs manières de le régler.
soit on peut jouer sur la priorité des opérateurs. Donc on peut dire, on peut prioriser then par rapport à else. Donc là c'est else qui a priorité, ça se voit pas forcément, mais c'est par priorité croissante qu'on déclare les priorités. Donc else a une plus grande priorité que then. Donc du coup quand on va revenir ici, on a vu if B then C. Ensuite else, on va comparer else au dernier terminal de la règle, c'est-à-dire then. Et on va voir que else a une plus grande priorité que then. Donc il faut shifter le token. Donc shifter else et on a bien l'interprétation qu'on veut. Une autre solution, c'est de faire avec l'associativité. Donc là, pareil, on va mettre de l'associativité droite entre then et else. Droite, pourquoi? Parce que quand on arrive là, on veut qu'on fasse, on veut que ce soit récursif à droite, c'est-à-dire qu'on shift plutôt qu'on réduise. Donc là, en fait, quand on arrive à cet endroit-là du parsing, il va voir le else. Pareil, il va comparer sa priorité au then. Sauf que là, comme ils ont été déclarés sur la même ligne, ils ont la même priorité. Mais au niveau de l'associativité, c'est associativité droite. Donc, le else est shifté. Et on a résolu notre conflit. Et enfin, on peut aussi changer le langage. On peut prendre l'option shell qui a dit phi. Et donc là, on a changé le langage, il n'y a plus du tout d'ambiguïté. Et sauf que bon, la plupart du temps, quand on fait un parseur, c'est pas pour changer le langage derrière. C'est pour reconnaître un langage qui existe déjà. Donc là, par exemple, c'est un exemple total de grammaire avec ce conflit. Donc quand on essaye de le générer, il va dire attention, il y a un conflit décalage-réduction, shift-reduce. Et si on prend le graphe qui est généré par le -g, -g c'est moins graphe, on a un magnifique graphe, et on voit que donc ça c'est tous les états du parseur et les transitions possibles entre les états. Donc c'est l'automate vraiment qui a derrière votre parseur. Et donc si on regarde à l'état 7, qu'est-ce qu'il a vu? Alors soit il a vu if exp, then exp et c'est la fin de la règle, soit il a vu if exp, then exp et il attend un else derrière. Donc là, qu'est-ce qu'il voit? Par défaut, s'il y a autre chose que else, il va faire la réduction 2, c'est-à-dire, enfin la réduction par la règle 2. La règle 2, c'est exp et if exp, then exp, c'est-à-dire le exp simple. Mais s'il voit un else, là, il hésite entre je le shift et je pars dans la règle, dans le cas shifté, ou bien je réduis la règle if exp, then exp. Et là, on peut voir que la réduction a été ignorée parce que par défaut, Bison, il shift. C'est à prendre ou à laisser. Enfin, ça a été une décision qui a été prise. Ça marche bien la plupart du temps, mais faut pas s'y fier. Après, les conflits, c'est pas non plus mortel parce que justement, comme Bison, il shift par défaut, parfois, c'est exactement ce que vous vouliez faire et c'est compliqué de tout modifier pour plus qu'il y ait de conflits, alors que ça marche très bien avec les conflits. Bon, après, le risque, c'est que quand vous modifiez votre grammaire, vous avez toujours autant de conflits, mais c'est plus les mêmes. Et donc, du coup, c'est plus le même langage qui est reconnu. Et donc là, ça pue. Mais ça se voit pas parce que il n'y a pas de conflits qui sont apparus, parce que vous en avez résolu un, mais il y en a un autre qui est apparu. Donc, il y en a toujours autant. Après, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le GLR, donc Generalized LR, où en fait, quand il arrive à un conflit, le parseur se duplique, essaye les deux chemins, et s'il y en a un qui ne marche pas, il meurt tranquillement, et s'il y en a un qui marche, ça va être le parsing qui a été accepté. Et donc, c'est surtout utile dans des situations qui ne sont pas résolvables avec LR1 ou LALR1. Mais faut pas trop en abuser non plus parce que ça peut être très coûteux au niveau du parsing, notamment en RAM.
Et en fait, c'est tout con pour utiliser, pour passer votre parseur en mode GLR, il faut juste déclarer %GLR parseur au début. Si c'est pas autorisé pour TC0, bien sûr. Je vais laisser Théophile continuer sur internals. Ouais, j'aimerais quand même revenir un peu sur ces histoires de else qui sont un peu dangereuses quand même. Ouais, pardon. C'était par rapport au conflit shift reduce qu'on avait par rapport au if then else. Est-ce que par rapport au niveau de la création de la ST, il y aurait une différence si on choisit un reduce ou un shift par rapport à l'exécution? Est-ce que ça fera exactement la même chose au final? Bah non, ça va pas du tout faire la même chose. Si tu regardes les deux interprétations possibles, c'est ces deux-là. Donc en gros, bon, les parenthèses, prends ça comme des accolades. Oui, mais le truc c'est que le parseur, il te dit le shift reduce peut arriver à cet endroit-là, mais je ne sais pas dans quel cas. Et donc, dans le cas, si tu as juste if then else tout court, oui, ça va pas être un problème. Il va shifter et ça va pas être un problème. Par contre, si tu fais le reduce, ben, après il va voir le else, alors qu'il n'est pas dans une règle if then else, donc il va te dire parsing error, alors que tu as une expression tout à fait valable. Ok ? Ouais, donc cette histoire de modifier la grammaire pour que ça marche, genre par exemple en rajoutant un fin si dans le si, c'est vrai que ça semble con, on dirait que c'est du foutage de gueule, mais en fin de compte, c'est ce que vous allez faire inconsciemment. Vous allez mettre des règles de priorité qui seront en fait dans le mauvais sens, il n'y aura plus de conflit. Peut-être que vos quelques tests fonctionneront, mais en fait le langage, ça ne sera pas celui que vous voulez. Et pareil, si vous ne résolvez pas les conflits, que vous laissez Bison faire par défaut, vous allez dire, ah bah c'est cool, ça marche, ça s'exécute, mais ça sera peut-être pas le bon langage. Du coup, quand vous aurez un certain test, ben ça marchera pas, alors que ça devrait marcher. Donc un conflit, ça veut pas dire que votre grammaire est mauvaise. Ça se trouve, vous êtes presque à la bonne solution. Virez les conflits, mais transformer votre grammaire en une grammaire qui reconnaît un langage qui n'est pas ce que vous voulez, faut faire attention. Et c'est vite arrivé, quoi. Surtout sur des grosses code bases. Genre, par exemple, oui. Non, je suis remonté un peu trop loin là. Genre ça là, ce fichier là, il fait quoi? Il fait 15 000 lignes, c'est ça? Ouais, donc par exemple, ça, débugger, c'est vraiment la misère. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. On peut pas se dire, ouais, alors là il y a un conflit, je vais essayer de le résoudre, puis ça passe pas. Puis d'ailleurs, tant qu'on y est, pourquoi est-ce qu'ils ont gardé les dollars position alors que, comme on a dit, on aurait pu mettre $qualified name, $name, $constraint attribute, etc. C'est vrai que ça aurait été plus parlant. Pour le dev, c'est pratique. Parce qu'en plus, comme ça, quand on rajoute un nouveau terminal au milieu, là, ou un non-terminal, peu importe, on rajoute un truc au milieu, ça décale tous les numéros. Et du coup, il faut incrémenter ça, là ça devient 1, ça devient 18, là ça devient 20. C'est pas maintenable. Alors pourquoi est-ce qu'on est gardé comme ça? Première explication, parce que ce code, il est vieux. À l'époque, il n'y avait pas la feature. Et migrer un fichier de 15 000 lignes juste pour transformer des $19, 17 en les dollars non qui vont avec, ça va prendre du temps, ça va être relou, on va faire des erreurs, blablabla. Et en fin de compte, est-ce qu'on en a besoin? Parce que ça, c'est un exemple de code qui est mûr. Du coup, on n'a pas besoin de le modifier tous les jours, et du coup, c'est pour ça que les nouvelles features, ça met du temps à arriver. Du coup, pour TC0, justement, comme c'est un projet qui est tout neuf, il faut en profiter pour mettre toutes les nouvelles features que vous pouvez, et pas utiliser des trucs archaïques genre ça. Ah oui, un truc qu'on n'a pas dit sur ces machins-là, la raison pour laquelle on les montre, c'est que c'est des petits bouts de règles. Alors qu'on a très vite fait, par exemple, au hasard dans TC0, de faire expression, ça peut être... Donc là, vous avez 50 lignes qui expliquent tout ce qu'une expression peut être, et en fin de compte, ça va pas être très lisible. Vous avez peut-être plutôt envie, par exemple, de dire... alors un struct, ça se construit comme ça s'utilise comme ça, et pour ça, vous allez créer des nouvelles règles, vous allez enrichir d'anciennes règles, par exemple enrichir le exp en disant que le exp ça peut être l'accès à un record, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez avoir envie de mettre des commentaires. Bon là en l'occurrence on est allé un peu plus loin, on a carrément redéfini les tokens au milieu,
Mais ça pourrait être des commentaires qui expliquent ce que vous faites, c'est cool. Avoir des commentaires quand on relit sa grammaire, et peut-être ne pas non plus avoir des commentaires au milieu de la grammaire. Genre là, vous voyez des règles, où il y a pipe, vous dites, en fin de compte, c'est quelle règle? Vous êtes obligé de scroller tout en haut pour voir, ah, c'est un exp, trop bien. Et voilà, faites des petites règles qui correspondent vraiment à quelque chose de logique. Essayez pas de tout caser comme vous le pouvez. Ouais. Genre là, par exemple, c'est que les expressions arithmétiques. Exp, ça peut être juste qu'une expression arithmétique. Par exemple, ça peut être un if ou un truc du genre, mais on l'aura mis ailleurs parce que ça a plus sa place ailleurs. N'ayez vraiment pas peur de découper votre grammaire bison en petits bouts. Voilà. Le message à retenir. Est-ce que vous avez des questions sur ces histoires de grammaire? Non? Ok. Bon, maintenant on va faire du C. Alors on a choisi de vous parler de 4 features de Bison. Enfin 4. Pardon? C'est moi ça. Si tu veux. En gros, par exemple, ça c'est une feature que Valentin a implémentée pour refaire en fait en quelque sorte la précédence des opérateurs. Parce que ce qu'on a actuellement, c'est on définit les précédences par ordre croissant et on a 10 000 opérateurs. Il fallait faire quelque chose. Ça c'est les warnings de Bison. On va vous présenter ce qu'il y a des warnings de Bison. On va vous présenter un peu comment c'est géré tout ça. Ensuite, on va vous parler du backend de Bison, mais là ça va être un peu c'est du code un peu poilu quoi. Ensuite, on va vous parler d'un petit exemple de code un peu plus précis. On ne peut pas tout vous présenter. Globalement, moi je trouve que tout est intéressant dans le code de Bison. Mais vraiment, il y a des contraintes de temps, du coup on a essayé de vous présenter que ces 4 machins-là. Valentin, si tu veux en parler. Bon, ok. Bah, je vais parler des operator precedents parce que c'est un peu ce que j'ai fait cet été en fait pendant mon Google Summer of Code. Tu passes la zapette? Merci. Donc pour l'instant, ce qu'on a, c'est que derrière, quand on présente, quand on déclare les priorités des opérateurs, derrière Bison, il assigne un int à chaque token, à chaque règle, pardon, non à chaque token d'ailleurs, et l'int va croissant et donc on est limité à 4 milliards de tokens, mais bon ça je pense que c'est pas trop un problème. Mais par contre, le problème c'est que, l'avantage c'est que le principe est facile à comprendre et l'implémentation est on ne peut plus basique. Mais l'inconvénient c'est que c'est pas hyper flexible. On peut pas non plus dire ce qu'on veut parce qu'on est obligé d'avoir un ordre total. N'importe quel token peut être comparé à n'importe quel autre token. Et donc du coup, on peut avoir des erreurs qui sont cachés dans la grammaire, des conflits shift-reduce qui sont cachés, parce qu'il y a résolution avec priorité entre deux tokens qui n'auraient pas dû être comparés. Si par exemple, il y a un conflit qui est résolu parce que vous avez comparé votre if avec le token plus, ça n'a aucun sens. Vous avez mis le if là parce que vous aviez besoin de comparer le if avec le zen, par exemple, pour des questions d'associativité. Et vous avez mis le plus pour les opérateurs d'arithmétique. Mais en soi, vous ne voulez pas pouvoir comparer le if avec le plus. Vous voulez plutôt que Bison vous crache une erreur en disant « Attention, là, ça ne va pas ». Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, donc ça c'est le système de résolution des conflits en fait. Quand il y a le choix entre faire un shift ou faire une réduction, ça c'est ce que Bison il applique. Donc prec A, c'est le niveau de précédence du dernier terminal de la règle à réduire. Et prec B, c'est le token qu'on voit, le token qu'on est en train de manger. Et donc si prec A est supérieur à prec B, dans ce cas-là on shift. Sinon, si c'est inférieur, dans ce cas-là on réduit. Et si il y a égalité, dans ce cas-là on regarde l'associativité de A, ça va être la même que l'associativité de B vu qu'ils sont forcément déclarés sur la même ligne. Et donc si c'est left, on reduce, si c'est right, on shift, si c'est no assoc, c'est que vous n'étiez pas censé pouvoir avoir un conflit d'associativité, donc il y a une erreur. Et s'il n'y a pas d'associativité, dans ce cas-là, on a le fameux conflit shift-reduce.
Alors, donc, une autre solution pour représenter ces conflits de priorité, c'est juste de faire un graphe en fait avec les tokens et d'avoir des flèches qui vont d'un token à un autre, et comme ça on a juste les flèches qui nous intéressent, les liaisons qui nous intéressent, les comparaisons qui nous intéressent. Mais on veut pas non plus que ce soit, enfin on veut que ce soit assez facilement compréhensible, mais on veut pas non plus que ce soit hyper lourd à écrire. Et aussi, et donc ça c'est parfois un peu chiant, on a envie que ce soit rétrocompatible. On n'a pas envie de casser toutes les grammaires Bison qui existent juste parce qu'on a une super feature trop cool, toute nouvelle. Donc il faut que ce soit rétrocompatible. Donc ce que j'ai proposé comme solution, c'est de faire des groupes de priorité, donc qui seraient délimités par %Gprec avec le groupe à l'intérieur des accolades. Dans ce groupe, l'ordre est total, c'est-à-dire qu'on peut comparer tous les éléments avec tous les autres, ce qui évite d'avoir à déclarer chacune des liaisons. Et par contre, entre groupes, on ne peut pas les comparer. Donc, quand vous regardez, ça permet de faire des déclarations de priorité locales. Par exemple, si vous regardez la grammaire de l'arithmétique, vous avez moins une R, plus moins, fois, divisé, puissance, etc. Vous avez envie de pouvoir comparer tout cela entre eux, mais vous n'avez pas envie de pouvoir les comparer avec n'importe quel autre token de la grammaire. Donc vous faites un groupe avec ces opérateurs. Toutes les relations de priorité à l'intérieur sont définies. Mais après, si jamais il y a des relations qui sont utiles entre des éléments de ce groupe et des éléments d'autres groupes, eh bien là, Bison va vous péter un warning. Mais après, comme c'est un peu rigide, ça, comme proposition, on veut pouvoir dire quand même, oui, mais ce token, je l'utilise autrement, donc j'ai envie de pouvoir le comparer à tel autre token ou à tel autre groupe de tokens. Donc dans ce cas-là, on va dire, ben, on ajoute une relation de précédence, donc une relation de priorité, donc precedence relation, qui, oui d'ailleurs là il n'y a pas d'accolade, mais enfin bon. Et après, pour aider à créer ces groupes, pour aider à visualiser les priorités vraiment utilisées, les relations de priorité vraiment utilisées dans la grammaire, c'est bien d'avoir un outil de visualisation que je ne vais pas vous présenter parce que je l'ai perdu, qui permet de voir quelles sont les relations vraiment utilisées dans la grammaire et qui permet de créer les groupes. Oui. Non, il n'est pas encore ajouté dans Bison, parce que il y a eu un sale événement qui s'appelle Piscine qui m'a empêché de le terminer. Donc l'outil de diagnostic qui va générer le graphe, ça génère du dot qui permet de voir les relations qui sont utilisées, les relations qui sont déclarées mais qui ne sont pas utiles, ou tout ça. Et donc c'est vachement utile pour identifier les groupes de tokens qui devraient être groupés. Donc par exemple, si on prend la grammaire de GNU-Awk, la partie déclaration de priorité, c'est assez ignoble. Et alors d'autant plus que si on regarde leur code, si on s'amuse à le faire tourner avec ne serait-ce que des warnings de attention, cette priorité sert à rien, ou attention, cette associativité ne sert à rien, on peut en virer quelques-uns des règles, quelques-unes des règles. Et en plus, il y a des trucs qui sont absolument pas clairs. Par exemple, si je ne m'abuse, l'ex-length, il est juste comparé avec fermer la parenthèse. Moi, ça me paraît très clair dans cette grammaire-là. Bon, pas du tout. Alors, si on sépare un peu, GNU-Awk a une grammaire très bien séparée, donc c'est un magnifique exemple de mon outil. Par exemple, si on prend les tokens qui servent à comparer des éléments. Donc là, on a l'assignation, on a le ternaire, le ou, le and, le in, ça doit être pour le for, je sais pas trop, j'ai pas regardé non plus exactement toute la grammaire. Et après, les tokens de comparaison.
Donc tout ça, en gros, ils sont comparés entre eux et ils forment un groupe logique. C'est la comparaison. Mais on n'a pas envie de pouvoir comparer au niveau de priorité le supérieur et le plus. Ça n'a aucun sens. Donc du coup, une fois qu'on a défini notre groupe opérateur de comparaison, on va définir notre groupe arithmétique qui, en effet, on retrouve l'arithmétique avec concatop. Mais à part ça, plus, moins, fois divisé, le moins unaire et la puissance, il n'y a rien de surprenant. En remarque précédente, je crois pas qu'il l'utilisait. Ouais, non, il ne l'utilisait pas. Ça, c'est aussi parce que le code est un peu vieux et qu'à l'époque, précédence n'existait pas. Et donc, précédence, c'est juste pour dire il y a de la priorité, mais on ne définit pas d'associativité. Donc, une fois qu'on a défini ces deux groupes, on a juste un groupe avec ces deux-là. Et alors là, c'est hyper clair. L'ex-length, on le compare juste à ouvrir la parenthèse. Et on risque pas de comparer ouvrir la parenthèse à quoi que ce soit d'autre par erreur. S'ils sont dans les priorités, c'est juste pour cette relation. Donc on définit juste cette relation. Et enfin, il y a là on voit très bien parce que l'opérateur inférieur, en fait, il est utilisé pour deux trucs. Pour la relation A est inférieur à B, mais aussi pour, je crois, l'input de fichiers dans la grammaire. Et alors, à cause de cette double fonction, d'un côté, il est présent dans les opérateurs de comparaison au même titre que supérieur, mais d'un autre côté, il devrait être présent ici. Et donc du coup, comment on fait? On dit que arithmétique est supérieur à ça. Et donc là, on utilise juste ça, et donc on a juste défini ce qu'il nous fallait comme relation de priorité. Ce qui permet de simplifier la grammaire, de la clarifier, c'est quand même beaucoup plus clair comme ça, et d'éviter que de nouveaux conflits soient résolus par inadvertance. Maintenant, je vais laisser Théo parler des catégories, des warnings. Ok. Alors les warnings, ça c'est un truc sur lequel il y a beaucoup de travail en ce moment sur Bison. En fait, on aurait pris Bison il y a 2 ans, il y avait quoi? Il n'y avait pas de warning en fait. Il y avait juste quelques messages qui s'affichaient de façon toute moche. Et pourtant, c'est un truc dont on a vraiment besoin. Quand on code, je pense que vous avez remarqué, quand vous faites du C, vous êtes content que GCC il vous donne des warnings. Plus que ça, vous êtes content quand vous avez une erreur, GCC vous dit qu'il y a une erreur là, mais il y a aussi une erreur là, il y a aussi une erreur là, et au fait, attention, il y a un warning ici. C'est cool que ça ne s'arrête pas par exemple à la première erreur. Vraiment, les warnings, les erreurs, c'est vraiment votre ami quand vous codez. C'est un peu comme les conflits sur les grammaires, mais bon, bref. Du coup, par exemple, ici on a GCC. On voit qu'on a plusieurs choses, on a des erreurs, on a des warnings, on a des catégories de warnings. Si on veut, on peut rajouter des warnings si ça nous intéresse, ou alors on peut en enlever si on pense que c'est des warnings qui ne nous concernent pas. On peut décider de promouvoir certains warnings en erreur, par exemple avec WError. Comme ça, on risque pas de ne pas voir un warning. Et en fin de compte, c'est ce qui fait vraiment toute la richesse de GCC pour le code. Donc maintenant, Bison, il a la même chose. Il a les catégories de warning. Donc ça, ce sont les catégories de warning qu'on a. Donc par exemple, si on veut warner si on a des conflits, ou on peut warner pour d'autres raisons, ou si on a quelque chose qui est on utilise une feature qui est dépréciée. Là, par exemple, j'ai utilisé une feature qui est dépréciée, il me dit bon, c'est pas bien, il faut que tu utilises ça. Hop. Si je mets l'autre warning, il me le dit plus. Hop. Tout ça, c'est quand même relativement nouveau. Et ça fait plaisir de se dire que dans probablement 1 an, tout ça, ça aura changé. Hop. Alors comment c'est codé tout ça? Alors les catégories de warning, c'est assez logique, c'est une énumération. Comme ça, on peut prendre une variable, puis on peut faire des ou dessus pour dire oui, alors j'ai à la fois warning deprecated et warning précédence parce que j'ai fait un ou. Donc voilà, encore du C. Un truc assez rigolo à voir, c'est que si on veut activer tous les warnings, on a des jolies apparitions sur les bits là. Sachant qu'on se sert aussi des warnings pour coder d'autres trucs, de cette énumération pardon, pour coder d'autres trucs. En l'occurrence, est-ce que c'est un warning est-ce que c'est une erreur où il faut juste que je dise que c'est une erreur parce que je ne peux pas gérer le parseur? Est-ce que je peux aller un petit peu plus loin et continuer le traitement, éventuellement détecter d'autres erreurs,
Comme ça, l'utilisateur, il aura plusieurs erreurs et il ne se tapera pas les erreurs une par une. Vous avez fait le rush Tiger déjà, n'est-ce pas? Il me semble que Tiger, justement, il vous dit « Ah, t'as une erreur là ». Vous corrigez l'erreur, il vous dit « Ah bah maintenant, t'as une erreur là ». Vous corrigez l'erreur, il vous dit « Ah bah maintenant, vous avez une erreur là ». Ouais, justement, pour éviter ça, on a différents niveaux d'erreur. Le premier, c'est une fatale, tchoup. On coupe tout de suite. Et par contre, il y en a qui ne sont pas des fatales, on peut aller un petit peu plus loin. Du coup, on a besoin de coder ça quelque part. Hop, on code ça, on pousse ça au passage. Mais comme on n'a pas envie de les activer avec weverything, ben on se retrouve avec des masques de bits un peu compliqués. Alors ce code-là n'est pas entièrement de moi. Mais en partie quand même. En gros, ça c'est ce qui fait l'affichage du W catégorie. Parce que c'est cool, quand on a un wording, de pouvoir le désactiver et de savoir quelle catégorie c'est. Comme ça, oui, c'était un wording de dépréciation, j'ai pas envie qu'il me continue à me spammer, donc moi je vais faire un W no deprecated. Job. Et en plus, maintenant, on se retrouve avec un affichage qui est très proche de celui de GCC. Du coup, on est beaucoup moins dépaysé. Alors, ouais, quand on lit la ligne de commande, on a des super fonctions, parce que c'est un projet GNU, donc on ne recode pas tout à la main, bien sûr. Par exemple, on a déjà tout un truc pour gérer toutes les options. Du coup, on greffe tout ce qui est warning, genre -w, whover, etc., dessus. Ça fait du code qui est rigolo. Donc là, je vous ai passé ça parce que c'est typiquement un exemple de code qui est tout petit en apparence. Mais en fin de compte, si vous essayez de voir les if, comment ils s'embriquent et tout ça, vous vous dites, mais what, mais c'est pas du tout logique. Et vous vous demandez, pourquoi le mec a codé ça, il a pas mis de commentaires. En fait, dans la vraie vie, il y a des masses de commentaires, mais je les ai virés parce que ça rentrait pas. Voilà. Ah, un warning rigolo, le warning de dépréciation. Ça, c'est toujours dans le code source de Bison. Ça, c'est son lexeur. En fait, quand on lit une directive qui est dépréciée, on se dit, oula, j'ai pas envie que tu utilises ça. Deprecated, qu'est-ce qui se passe? On fait un unput. Ça veut dire que on prend le flux qu'on vient de scanner et youp, on le rembobine. Ensuite, on dit, à la place, tu vas scanner ceci, plutôt qu'avoir scanné ceci. Du coup, en fait, on réécrit le fichier sans en avertir l'utilisateur. Et l'avantage, c'est que du coup, en aval, on a juste à gérer la nouvelle feature. On peut totalement dropper l'ancienne feature, c'est gérer directement dans le scanner, pour avoir un peu de rétrocompatibilité. Parce que le principe de dire que quelque chose est déprécié, c'est pas d'arrêter de le gérer tout de suite, c'est de dire c'est pas bien, c'est déprécié, un jour on va arrêter de le gérer, mais on continue quand même à le gérer. Donc ça c'est du code qui génère justement une erreur. Donc la fonction complain, c'est celle qui est responsable pour générer les erreurs. On voit qu'on passe la localisation. On voit qu'on passe quel type de warning on veut gérer. Ensuite, on a une string. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Mais c'est ce qui permet de faire... Enfin, une string, on a surtout le underscore ici. C'est la fonction de traduction. Ce que vous avez vu dans mon slide précédent, mon erreur elle était en français, c'est justement grâce à ce genre de tour de magie. Quote underscore n, ça c'est pareil, c'est des fonctions pour quoter. Alors oui, donc comme c'est moi qui ai codé ça il y a quelques temps, il a fallu mettre à jour la test suite parce que tout d'un coup l'output c'est plus le même. Si avant c'était le warning et que maintenant on a la possibilité d'en faire des erreurs, et ben forcément on va tester à la fois avec le comportement en warning et en erreur parce que si on rajoute des features, forcément il faut rajouter les tests. Du coup il va falloir rajouter plein de tests, mais comme on est efficace, on se dit on va réutiliser les mêmes tests, on va juste rajouter un petit coup de sed à la fin pour qu'il teste cette string, et qu'ensuite il la modifie et qu'il vérifie avec une nouvelle option que ça ressemble à cette nouvelle string. Hop. Donc ça se fait avec du Perl, hein, bien sûr. On match et on reconstruit. $1 bien sûr c'est ce qui a été matché là, $2 c'est ce qui a été matché là, $3 c'est ce qui a été matché là. Effectivement ça a l'air simple. Le petit trick, c'est que en fait c'est dans des fichiers AutoTools. Et du coup, faut quoter 2-3 trucs. Du coup, par exemple, $2, ça a un sens. Ça veut dire la deuxième variable en M4. Et du coup, faut échapper avec les deux crochets. Ça s'appelle échapper. Et après, il y a Perl lui-même qui est plus content parce qu'il voit par exemple un truc crochet. Il se dit c'est un tableau. En fait, non, pas du tout. C'est un crochet qui est pas du tout pour Perl. Et on se retrouve à devoir écrire des crochets sous forme de arrobase, machin, c'est-à-dire des quadrigraphes de GNOME 4. Et voilà, c'est tout de suite plein de joyeuseté.
C'est un des autres avantages de contribuer à des projets libres, c'est qu'en fait on apprend plein de choses, on s'y attendait pas, puis on se dit ah merde, c'est fait comme ça, bon, bah, j'ai appris un truc. Voilà, c'était pour les catégories. Alors maintenant, des choses un peu plus sérieuses. Oui, donc j'ai parlé de M4. Qu'est-ce que c'est que M4? C'est un langage de macro. C'est-à-dire que vous allez définir une macro, vous allez les expandre. Et en fait, vous pouvez voir ça comme un langage tout à fait fonctionnel, si vous voulez. Enfin, ouais, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça qu'Hakim le voit aussi, je crois. Donc là, par exemple, on voit des petites macros que j'expande. Ça permet de générer ça. Waouh, c'est mignon. Hop, d'autres programmes en 4. Et donc, dans Bison, à quoi ça sert? On s'en sert surtout dans la test suite pour générer tous les tests. Et du coup, on a besoin de plein d'utilities, etc. Et on s'en sert aussi dans tout ce qui est back-end de Bison, c'est-à-dire la génération du code. En fait, le code généré, on a plus ou moins, on a un squelette, il y a plein de macros dedans, et elles vont s'expandre de diverses façons, et c'est l'expansion de ces macros qui va vraiment écrire le code C que vous utilisez. Là, par exemple, on reconnaît un switch. Quand vous regardez les fichiers .c qui sont générés par Bison, vous voyez des gros switches bien compliqués. Ben, effectivement, ce sont des switches qui ont été expandés avec les macros. Et ça, ce sont les cases qui vont avec. Donc c'est pour vous donner un peu une idée de ce avec quoi on travaille. C'est du C, mais c'est pas que du C, quoi. Ça reste quand même très pratique pour les développeurs. Par exemple, ils avaient un truc, on s'appelle un truc qui s'appelle le define parse.assert, qui va activer des assertions. C'est pratique pour les debugs, mais on n'a pas toujours envie de l'avoir. Comment est-ce que ça marche? En fait, c'est un booléen qui est mis à vrai ou faux, et selon le vrai ou faux, la macro expande ou non tous ces asserts. Et là, on voit que c'est bien lisible, c'est pratique. Pareil, quand on a des locations, il faut rajouter un troisième argument à nos constructeurs, et ben là c'est pareil, c'est on expande ou on n'expande pas. Le symbole constructeur. Donc ça c'est un gros bout de code, comme vous voyez, parce que ça peut dépendre de plein de choses. Et en fin de compte, ça génère des petits trucs tout mignons comme ça, que vous allez certainement utiliser. Enfin, que je vous invite à utiliser parce que c'est vraiment le futur. Tiens. Les variants. Alors, on vous a dit qu'à une règle, on associait une valeur. Par exemple, un exp, dans un parseur d'expression arithmétique, ça sera un entier. Ou bien parce que c'est un terminal et que c'est directement un entier, ou alors parce que c'est une somme de terminaux qui sont des entiers. Du coup, ce sera 1 plus 2, ça sera 3, ça sera un entier aussi. Et la vraie vie, c'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, si je rajoute des if, eh ben, j'ai des règles, ça sera if, et du coup, on ne peut pas appeler ça un entier, ça sera autre chose. Ça sera par exemple un objet. Ou alors une structure, peu importe. Mais surtout, des objets en fait. Quand on va vouloir faire des performances C++, on va se dire oui, on va faire mon AST, on va faire plein d'objets et tout. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre ça dans un union. Or, les valeurs sont dans des unions, comme vous pouvez le voir. Parce que quelque part, il faut que ce soit, qu'on puisse donner un type à l'expression. On ne peut pas dire l'expression c'est peut-être un int, c'est peut-être un string. Je dis c'est l'union de int et string. Alors que dans certains cas, ça sera un int, dans certains cas, ça sera un string. Dans tous les cas, c'est vraiment un type, l'union. En C++, c'est pas possible de mettre un objet dans une union. Du coup, on est obligé d'utiliser un truc qui s'appelle des variants. Un variant, c'est quoi? C'est un objet dans lequel on met un autre objet. Ensuite, on peut retirer l'objet en précisant le type de l'objet. Et s'il n'y a pas d'objet de ce type-là, ça fait une erreur. Donc, ça, on a dû le recoder. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour qu'on puisse avoir la place de mettre un objet, on a un truc assez rigolo où on fait un tableau de la taille, de l'union de tous les tableaux qui contiennent les tailles maximum. En gros, on calcule le maximum avec un petit hack rigolo. Je ne vais pas m'attarder là-dessus quand même. Et comment est-ce qu'on récupère l'objet? On fait un interpret cast sur un tableau de void. Donc vous vous en doutez bien, ça fait un warning. On peut éviter ce warning en faisant plutôt un static cast sur du void. Je sais pas combien de temps vous avez fait du C++, donc ça vous parle peut-être pas beaucoup tout ça. Mais du coup, je vous invite à relire ça après, vous verrez. Waouh, c'est rigolo. Ok. C'était fini pour le petit tour d'horizon de l'intérieur. Valentin, que penses-tu de GNU? Donc, je vais vous parler
qu'est-ce que c'est aussi? Enfin, parce que Bison, c'est comme je l'ai dit, enfin GNU Bison, c'est Bison, mais c'est aussi GNU. Donc, ça représente quoi travailler avec sur un projet GNU? Donc, l'habitat du GNU, enfin, le lieu de résidence du GNU, magnifique GNU, dessiné à côté, magnifiquement. Par exemple, quand on travaille sur un projet GNU, on a accès à tout ce qui est la GNU Lib. Donc, c'est pas la lib standard, c'est du C. Et il y a plein de trucs qui sont juste super utiles. Par exemple, si vous avez du code qui est réutilisable un peu partout et qui est un minimum générique, ben vous pouvez le coder avec des méthodes qui sont POSIX ou des méthodes de la libc et le proposer à la GNU-lib. Donc il y en a plein, il y en a pour de la cryptographie, il y en a pour enfin un peu tout et n'importe quoi. Donc là on va vous en montrer quelques-uns. Par exemple xmalloc, aussi connu sous le nom de malloc or die. C'est au lieu d'appeler malloc, eh ben, on appelle xmalloc. Ça fait quoi? Ça fait un malloc. Et si ça n'a pas pu faire un malloc, tu meurs. Le programme crash. Mais au moins, il crache tout de suite. Fail fast. Et il fait pas de la merde en essayant de... Ah, mais le pointeur était nul. Il finit par un segfault un peu moche et il dump son corps. Pareil, xcalloc. Ben, là, du coup... Forcément, comme on veut faire un truc un peu générique, on est obligé de gérer plusieurs cas. Oui, mais est-ce que l'overflow est bien géré? Est-ce que l'overflow est mal géré, etc. Et donc du coup, ça fait du code un peu plus moche que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Plus moche que ça, par exemple. getText, tu veux en parler? Parce que je m'y connais pas trop, je t'avoue. En gros, l'idée de getText, c'est qu'on a une string, on va vouloir la traduire, typiquement en message d'erreur. Le problème, c'est que si on fait ça... Genre, comment vous voudriez faire ça? Le plus simple, c'est effectivement avec un truc, avec une fonction qui va rapper ça. Tchoup. Voilà, et qui va ensuite utiliser des fichiers de dépendance pour chaque langage. Et donc, il y a des traducteurs qui vont écrire ces fichiers de traduction pour votre programme. Et tant que vous utilisez exactement cette format string et que vous ne la changez pas, eux, les traducteurs, vont travailler avec un fichier de ce genre-là, et du coup, ils pourront remplir les trous. Donc par contre, évidemment, c'est important de ne pas changer la string au milieu, parce que sinon, ça ne matche plus et la traduction n'est plus utilisée. Et du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on affiche quelque chose à l'écran, on passe par la fonction getText, qui, comme on le rappelle, est souvent aliasée en underscore, parce que c'est plus pratique d'écrire underscore la string plutôt que getText string à chaque fois. Puis comme ça fait un peu Microsoft, c'est cool. Ouais, je parle des obstacles, si tu veux. Si tu veux. Franchement, une obstacle, le nom dit tout. Tu as OB, il y a stack, c'est-à-dire que c'est une stack d'objets. Pourquoi on va s'en servir? On peut s'en servir pour un peu tout, c'est ça qui est magnifique. Dans Bison, on s'en sert surtout pour faire grandir les strings, parce qu'on est en C. Du coup, on va pas faire un tableau de quart et ensuite le réalloc à chaque fois qu'on veut rajouter un caractère, parce qu'on va pas s'en sortir. Du coup, on utilise un truc un peu qui fait le management pour nous. Donc là, par exemple, ça c'est le lexer. Hein. Donc on voit on retrouve un caractère. Hop, on fait grandir la string. Là, pareil, on fait grandir la string, on la fait grandir le caractère à la fois. Et on n'a pas à gérer tout ce qui est allocation. Quand on veut afficher, on a juste besoin de faire un obstack finish, hop, ça part dans un carré étoile, et on peut l'afficher. Puis on libère après parce qu'on est propre. Juste en fait, derrière l'obstacle, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'au lieu d'avoir un bout de mémoire qui est contigu dans laquelle il écrit toutes les données, il va juste allouer différents bouts de mémoire à différents endroits. Donc il garantit pas du tout l'ordre jusqu'à ce que on appelle obstacle finish, et là il va tout refoutre dans un seul endroit contigu de la mémoire, et là l'ordre est garanti. Donc l'obstacle, ça va être pratique pour faire grandir quand on veut n'utiliser que à la fin. Voilà. En fin de compte, c'est un comportement dont on a besoin assez souvent. Donc moi j'en parle surtout pour les chaînes de caractères, parce que c'est l'exemple qui me vient le plus en tête, mais on pourrait s'en servir vraiment pour n'importe quoi. Donc ça c'est le code d'obstacle. En fait c'est tout fait avec des macros totalement dégueux.
Enfin, moi j'aime bien, mais je sais que les gens appellent ça dégueu, donc je dis que c'est dégueu. Hop. C'était tout pour les obstacles. Ouais. Donc, ouais, bon, c'est tout. C'est tout. Ouais. Bah après, la question d'utiliser le GNU Lib pour les autres projets, c'est une question de licence après. Parce que si tu utilises un bout de code qui est utilisé par GNU, il faut que tout ton projet soit sous licence GNU. Et ça contamine un peu tout ce que tu fais. Donc dès que tu utilises après ton projet, il faut que le projet dans lequel ça s'inscrit soit sous licence GNU, qui est libre et encore une fois contaminante. C'est communautaire, c'est pas vraiment... Oui, mais enfin, disons que c'est souvent pas utilisé en entreprise à cause du côté. Mais c'est ça qu'on aime bien avec GNU aussi, c'est vraiment le côté un peu familial, où on a vraiment tout un écosystème GNU en fait. Oui. Justement, le monde GNU. Tu veux en parler ou... Bon, si tu veux en parler, on peut en parler. Allez, je le fais. Donc, ouais, GNU, c'est open source, c'est du code libre développé vraiment par la communauté. Donc, n'importe qui peut participer à un projet GNU. Vous pouvez demain faire un patch pour Bison ou pour n'importe quel autre projet GNU. Et s'il est bien foutu, il aura des chances d'être accepté. Si c'est du code non trivial, le problème c'est que si c'est du code trivial, justement, si c'est du code non trivial, il y aura quand même la petite question où il faut envoyer un papier pour dire oui, effectivement, je sais que c'est du logiciel libre, je sais de mes droits, etc. etc. Aussi, oui. Après, il y a tout le côté peer review où ce que vous faites, il y a une garantie de qualité justement parce qu'il y a des gens derrière qui vont voir votre code et qui vont dire ouais mais là ça marche pas. Et donc du coup, vous êtes obligé de gérer tous les cas qui ne marchent pas, par exemple, et donc ça amène une meilleure qualité de votre code via le peer review. Donc juste pour, on va passer à la test suite après, mais les patchs, en fait, c'est une façon de fonctionner avec Git, où en fait tous les commits qui sont ajoutés à la branche principale passent par la mailing list sous forme de patch par email. Donc n'importe qui peut voir en direct quelles sont les modifications qui ont été acceptées qui ont été acceptées dans la branche master, juste en s'inscrivant à la mailing list. Ce qui se fait beaucoup aussi, c'est d'envoyer les patchs avant d'avoir intégré un master, justement, pour avoir le feedback des gens. Aussi. Après, donc la test suite est très importante. Ouais, reviens un coup sur... la test suite est très importante, donc faut vraiment qu'il y ait... Enfin, vous avez déjà vu l'importance d'une test suite dans les projets GNU, la test suite est très développée et donc faut que ça passe tous les tests à chaque fois. Donc GNU a aussi une coding style pour qu'on s'y retrouve un peu parce qu'il y a un peu tout le monde qui code pour GNU. Donc si on n'avait pas une coding style, ça serait vraiment le bordel. Ça fait que depuis juillet, je crois, que dans leur code, en tout cas dans Bison, ils acceptent maintenant le standard C99 parce qu'avant, il fallait faire du C89. Du C90 en fait. Pardon, C90. Où il fallait déclarer toutes les variables en début de bloc. Donc notamment le fameux for int i, on n'avait pas le droit. Il fallait faire int i et ensuite for. Les commentaires, il y a une jolie indentation, c'est des commentaires un peu jolis. Et le code en général est relativement clean et bien commenté. Donc là, un exemple de code avec les variables scopées. Comme on est obligé de déclarer les variables en début de bloc, mais que on n'a pas envie de déclarer cette variable là parce qu'elle sert à rien, on va faire un autre bloc. Hop, on déclare que là il y a un autre bloc. C'est juste au niveau logique, là il y a un bloc, donc on peut déclarer une variable. Et donc ça permet de scoper les variables. Et on rejoint un peu ce qu'on a dit sur la grammaire tout à l'heure, qu'il fallait vraiment faire des trucs locaux si possible. Aussi. Ouais, donc pour le Git, pour revenir un peu dessus, l'idée de la gestion du Git dans les projets GNU, c'est qu'un commit, ça doit être l'unité logique la plus petite qui fait sens. Et donc après,
Il faut faire des commits dès le début parce que ça te permet après de revenir, même alors que ton truc n'est pas fini, il faut faire des commits parce que ça te permet de revenir sur des modifications que tu as fait. Et faut faire beaucoup de commits parce que ça permet par exemple, annuler une seule modification au lieu d'annuler toute une grosse série de modifications que tu avais mis dans un seul commit. Tous les commits, forcément, ils doivent compiler, mais en plus, ils doivent passer tous les tests de la test suite. Et donc, notamment, quand on remarque un bug, on dit ouais, il y a un bug là, et donc quand on résout le bug et on ajoute un test qui passait pas avant et qui passe maintenant qu'on a résolu le bug. Ouais, donc en gros, après, quand on veut faire un bug fixe, ou une nouvelle feature d'ailleurs, on fait un patch, on l'envoie sur la mailing list et après les mainteneurs, bon, aujourd'hui les mainteneurs c'est surtout Hakim, l'intègrent à Bison. Et ouais, les commits, il y a un formatage, un format de commit très précis qui est parfois un peu lourd, surtout au début, mais qui a le mérite d'être assez clair. Tellement clair qu'en fait, ça remplace totalement le changelog. C'est très verbeux, mais ça explique vraiment tout ce qui se passe. Et c'est particulièrement pratique quand on envoie le mail sur le patch sur la mailing list. Et c'est aussi cool de faire des petits patchs pour ça. C'est qu'on a l'explication et juste le petit bout de code qui va avec. Et du coup, quand on va faire du review, c'est pratique. On ne commente pas sur 1000 lignes en disant ouais, alors là, tu as fait ça, je trouve que ça serait mieux de faire autrement. Tu as juste genre 3 lignes de modifier avec genre 10 lignes qui expliquent pourquoi il a voulu faire ça. Et tout de suite, on sait de quoi on parle. Et aussi, en fait, le message de commit, c'est en quelque sorte le corps du mail quand on envoie un patch sur la mailing list. Du coup, c'est vraiment ça que les gens lisent. Du coup, faut vraiment, enfin, faut parler, quoi. C'est vraiment une discussion. Donc la test suite, elle est développée, encore une fois, avec ces fameuses macros M4 qui sont utilisées et surutilisées. Non, je vais pas dire ça. Mais qui permettent de générer des tests en seulement quelques lignes. Donc c'est pas du unit testing parce que à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un fichier d'input et on le passe à Bison tout entier et on vérifie la sortie, les warnings, etc. Donc on essaye de tester une seule feature à la fois, mais à chaque fois on utilise tout Bison. Donc on se base sur des trucs qui marchent et on fait une petite modification pour tester le petit truc qui nous intéresse. Et alors du coup, comme elle est écrite en M4, il faut qu'elle soit compilée une première fois pour qu'on puisse l'exécuter. Faut expandre les macros M4, quoi. En gros, on a plein de petits fichiers .at, genre petits, genre quelques centaines de lignes. Puis, quand je dis plein, on doit avoir quoi, une dizaine. Et quand on compile, ça génère un fichier shell qui fait des milliers de lignes. Oui. Et après, pour ce qui est très utile, c'est l'option. Donc c'est utilisé comme une variable d'environnement. C'est test suite flags, où on va passer une chaîne avec des options du genre. Par exemple, si vous avez un gros ordi avec plein de cœurs et que vous voulez faire passer 432 tests de Bison au lieu de 1 à 1, vu qu'ils sont indépendants, on peut tous les faire passer en même temps. On va dire, moi j'y vite, fais-moi tourner ça sur 8 threads. C'est beaucoup plus rapide. Ou bien vous voulez faire que les tests du C++ parce que vous avez changé le parseur C++ et rien d'autre. Dans ce cas-là, vous faites -k pour keyword C++. Ou bien vous voulez juste faire tourner le test 42, hop, 42. C'est très utile. Et après, il y a d'autres options un peu plus avancées, mais c'est vraiment ces trois-là qui sont utiles. Donc par exemple, ça c'est un exemple de test. Donc au début, AT setup, c'est on démarre le test et on donne le titre. Donc ensuite, les dièses, c'est des commentaires. On définit le test lui-même qui s'appelle AT-check API pure. Ah oui. Et donc AT-data, c'est le fichier d'input dans lequel on a define API pure et la suite. Et donc ensuite, on va checker ce fichier input.y. Alors le 1, ça veut dire quoi déjà
Enfin bon, on le check avec différents paramètres. Serveur de retour. Et on vérifie. Ah oui, le 1 c'est la valeur de retour, donc on attend une valeur de retour de 1. Et sur la sortie d'erreur, on attend ça. Et donc après, on peut faire des tests avec différentes options de Bison, juste en une ligne, en réutilisant ce même input. Et ensuite, à tes cleanup, on a fini notre test. Et c'est super pratique à maintenir. Genre, on va rajouter un test, on a juste besoin de rajouter une ligne, à des checks, machin. Voilà, merci de votre attention. Merci à tous ceux qui sont restés, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont partis. Et si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Personne? Ah. Vas-y, dans le micro. Je sais que pour le projet qu'on TC0, quand on avait des expressions genre for in expression, souvent ils mettaient des conflits shift reduce sur l'expression parce qu'ils disaient que en gros s'il y avait un plus qui arrivait après l'expression, on ne savait pas s'il y avait shift reduce. Si on veut résoudre ce genre de conflit, il faut faire quoi? On va pas faire votre projet à votre place. C'est pas là, c'est une étude des cas assez précise quand même. Mais faut que tu essayes de comprendre ce qui se passe derrière. Regarde le fichier output parce que franchement le fichier output ça va être ça décrit vraiment je crois qu'on n'a pas d'exemple. Ouais, on a ton graphe. Le fichier output. Oui, ou le graphe d'ailleurs. Enfin, le graphe ça va être un peu illisible dès que vous avez un truc un peu gros. Mais le fichier output, c'est un peu ça en texte. Et donc, ça va vous dire, bah tiens, état 7, bah, j'ai exactement ça. Et donc, si je vois dollar default réduction selon la règle 2, si je vois else, bah, je vais faire un shift et aller à l'état 8. Et si je vois un else, il y a cette réduction, sauf que à cause du conflit, ça c'est jamais utilisé. Mais donc allez voir vraiment ce qui se passe dans le fichier .output pour essayer de comprendre. Ah ben à ce moment-là, il a vu le plus et il ne sait pas s'il faudrait réduire ça ou s'il faut shifter ça. Et donc du coup, il faut que je fasse ça. Voilà, d'autres questions? Ouais. En gros, si c'était possible de revenir sur pourcent et le valcol que tu évoquais en disant que ça pouvait être utile. Je vois pas trop de quoi tu veux parler. Elval column. Fais voir. Ah, sur le découpage. Ici, pourcent L value. Ah oui, percent L value colon. Ok. En gros, pour que votre lexer il sache quels sont vos tokens, puis aussi que votre grammaire sache quels sont vos tokens, vous allez utiliser la directive pourcent token. Donc, c'est-à-dire, je déclare un token. Son nom, c'est percent L value colon. Mais comme j'ai pas envie de le taper à chaque fois, on va aussi dire que c'est la chaîne de caractères pourcent L value et 2 points. Enfin, ça, c'est plus pratique à taper. Donc du coup, j'ai déclaré ce token. Que j'écrive ça ou ça veut dire exactement la même chose dans ma grammaire. Et donc du coup, quand je déclare ma règle, je peux dire percent L value colon unsigned. Donc là, ce que je disais, en quoi c'est pratique, c'est que soit tu définis tous tes tokens tout en haut, et là la syntaxe, c'est un peu lourd, et puis dès que tu veux un token, il faut que tu ailles voir où il a été déclaré, soit tu les définis à l'endroit où ils sont utilisés. Et c'est d'autant plus intéressant au moment où tu vas donner des types à tes tokens. Tu vas dire par exemple, le token num, il a une valeur d'entier. Et donc du coup, quand tu vas faire ton expression arithmétique, juste au-dessus, là, tu auras token num et tu auras le type de num, c'est un entier. Donc du coup, quand tu es à cet endroit-là, tu sais directement que quand tu parles de num, c'est ce token-là qui a comme type entier.
Donc localisation du code, c'est mieux. D'autres questions? Bon, merci pour votre attention et bonne soirée.